Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, avec Tom Conan, essayiste, avec notre ami René Chiche. Je ne sais plus quoi dire sur lui. On a tout dit, je crois. Patron de presse. Allez, tout de suite, le coup de projecteur du jour. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur les canicules, les différents moments de sécheresse, d'inondation. Les crises météorologiques seront de plus en plus fréquentes selon le rapport du GIEC de février 2022. Les agriculteurs et leur production agricole seront bien entendu les premiers impactés. Les agriculteurs peuvent-ils s'adapter aux aléas des changements climatiques? C'est la question que l'on vous pose. Vous nous dites oui pour l'instant à 78%, et on va appeler. On a quelqu'un, une invitée exceptionnelle. Irène Tolleret est avec nous, députée européenne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. On le disait il y a quelques instants, la nouvelle PAC est arrivée depuis le 1er janvier 2023. On va en parler dans quelques instants. D'abord, on va faire un tour avec nos éditeurs laïcs. Philippe Bilger. Forcément, les agriculteurs sont les premiers frappés par cette crise climatique. Sûrement. Alors, je ne sais pas si la nouvelle PAC sera joyeuse, mais en tout cas, si vous le permettez, Cécile, quand j'entends parler des agriculteurs et des aléas climatiques, absurdement, parce que j'appartiens à une génération ancienne, j'ai tendance à considérer qu'au fond, c'est presque les risques du métier d'agriculteur et qu'ils doivent être naturellement accordés avec le climat que le destin leur offrira. Mais je sens que c'est totalement limité et probablement faux, et qu'il faut les aider à se préserver des conséquences négatives des aléas climatiques. Vous pouvez répondre déjà, Irène Tolleret. J'entends ce qui est dit. Donc oui, bien entendu, les agriculteurs se sont toujours adaptés. Cependant là, le changement climatique, il va beaucoup plus vite que la capacité d'adaptation. Là, en ce moment, j'ai fait le tour de copains avant de vous appeler. Les agriculteurs sont pas capables de vous dire si on est en printemps, en avance, ou l'automne tardif. Or, les pratiques agricoles, elles sont liées aux saisons. Donc, si on a les saisons qui sont très chamboulées, il faut que la puissance publique, elle travaille dans la recherche et qu'elle accompagne les agriculteurs pour qu'ils s'adaptent. Ils s'adapteront, bien sûr, mais nous, on a vraiment intérêt à les aider à ce qu'ils s'adaptent le plus vite possible parce que c'est notre alimentation. Avant que Tom Conan en tout cas en parle, ma question c'est, est-ce qu'il y a des filières agricoles qui sont plus frappées que d'autres? Parce qu'on parle souvent des viticulteurs où on se dit finalement la vigne est très résiliente et s'adapte, mais les arbres, tout ce qui est arbres fruitiers, légumes, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plus impacté? Aujourd'hui, la taille des catastrophes climatiques est telle qu'on peut pas vraiment dire qu'il y ait une filière en culture qui soit complètement épargnée, puisque on s'est pris une catastrophe climatique par an depuis au moins 5 ans. Ça a touché la viticulture, ça a touché l'arboriculture, par exemple avec le gel catastrophique qui a touché toute l'Europe, pas que la France. On a aussi cet été, avec les très hautes températures, les maïs qui ont eu des chutes de rendement très importantes. Si les rendements chutent, les agriculteurs ils peuvent pas gagner leur vie, donc c'est pas durable. Donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui il n'y a pas vraiment de culture importante qui soit pas impacté. Oui, absolument. Tom Conan, dont le dernier livre se passe à la campagne, d'ailleurs, au milieu des agriculteurs. Pollution. En effet, avec beaucoup de problèmes liés effectivement à l'environnement et à la crise climatique. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans cela, c'est ce que vous avez évoqué au début de votre intervention, c'est justement les changements en termes de R&D qu'il faudrait mettre en place pour justement pallier à l'ensemble de ces aléas qui se répètent de plus en plus souvent. Je crois qu'il y a des entreprises, notamment une, je crois, qui s'appelle Agricool, mais il y en a d'autres comme ça qui font des cultures à l'intérieur de containers, donc protégés justement des aléas, de façon à pouvoir éviter que le gel, que l'excès de chaleur, que l'insuffisance d'eau ne viennent bouleverser l'équilibre. Est-ce que vous pensez que ce genre d'innovation demain serait amené à se généraliser du fait que sinon les agriculteurs pourront plus vivre de leur travail? Alors,
il y a d'un côté la recherche, qu'elle soit localisée dans des containers, ça permet de reconstituer, par exemple au CIRAD à Montpellier aujourd'hui, ils travaillent sur des tests avec plus de CO2 dans l'atmosphère, parce que les cultures, elles résistent pas forcément pareil. Par contre, après, les cultures, c'est des millions d'hectares et je vois pas trop comment concrètement on pourrait avoir cette protection-là qui soit déployée sur des millions d'hectares. C'est notre environnement. Donc, il faut vraiment qu'on ait de la recherche et de la recherche public, puis aussi de l'eau, si je puis me permettre. Déjà, si on arrive à stocker l'eau dans le sol avec des amendements, à avoir l'accès à l'eau au bon moment, on règle quand même beaucoup de problèmes. René Chiche. Oui, alors, bonjour Madame la députée. Alors bon, le monde agricole quand même prend en compte tous ces problèmes, puisque je crois que d'ici l'automne prochain, il y a les 35... professions agricoles qui doivent remettre leur stratégie pour justement envisager des solutions concrètes face à ces aléas climatiques. Alors par exemple, on parlait de recherche ou de nouvelles formes d'agriculture. Est-ce que vous êtes au courant que par exemple il y a une filière qui pourrait être une filière d'avenir, qui pourrait supplanter un peu le maïs? Il s'agit du sorgho. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il paraît que j'ai appris ça, que cette nouvelle forme de culture pourrait un peu supplanter le maïs, parce que le maïs c'est un petit peu compliqué avec les aléas climatiques. Et d'ailleurs ça commence à être un petit peu développé dans le centre Loire. Est-ce que vous êtes au courant de cette filière qui pourrait un petit peu révolutionner, je crois, ça? J'en ai entendu parler aussi. Africain. Ah oui, d'accord. Alors, après, de façon générale, par rapport au changement qu'on a, il n'y a pas une bonne solution. Donc, dans l'état dans lequel on est, il faut qu'on étudie toutes les solutions et le sorgho en fait partie. Avoir ce que l'on appelle un plan protéines pour développer des protéines végétales dans l'Union européenne, y compris du soja, pour pouvoir entre guillemets réserver le maïs à la consommation humaine et donc pouvoir faire face à des baisses de production de maïs dans notre union. Voilà, il faut qu'on étudie toutes les solutions et aussi qu'on se rapproche d'un concept que connaissaient bien nos anciens, c'est la capacité nourricière des sols. Donc il faut qu'on fasse tout pour que le sol puisse stocker l'eau avec des amendements et après qu'on travaille ensemble collectivement sur les meilleures cultures qu'on puisse mettre en dessus, sachant que très souvent on raisonne production. Mais pour que ça marche, il ne faut pas raisonner que production. Il faut aussi penser à la commercialisation. Regardez ce qui s'est passé sur le bio. Le bio, c'est vraiment quelque chose qui est l'avenir d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et aujourd'hui, on a des problèmes de commercialisation dans le bio. Si on ne raisonne pas la vente en même temps que la production, si on ne focus que sur la production, on se plantera. La question est de dire que alors l'agriculture est forcément une des causes du bouleversement climatique, on le sait, et d'un autre côté victime. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Alors comment on peut réduire effectivement ces aléas causés par l'agriculture et comment on peut réduire les aléas climatiques qui impactent cette agriculture? Alors, si on prend les causes du réchauffement climatique, qui sont les gaz à effet de serre, l'agriculture européenne, elle n'est pas typiquement la plus grande coupable, puisqu'on a 11% des gaz à effet de serre européens qui sont expliqués par l'agriculture, qui est lié au fait qu'on se nourrisse. C'est-à-dire que, je veux dire, à la base, si on veut pas du tout faire de gaz à effet de serre, on arrête de vivre et il n'y a plus du tout de problème sur la planète. Ah là, donc, les problèmes sont réglés. C'est vrai que... Voilà. Donc du coup, ce qui est important, c'est que on adapte les pratiques pour gâcher le moins possible. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre de ne pas gâcher de la nourriture produite, mine de rien, c'est des gaz à effet de serre qu'on produit en moins. Donc ça, c'est une grosse chose. Et puis après, il y a toute la recherche et les nouvelles techniques d'agriculture pour être plus précis, mettre moins de produits et diminuer grosso modo les gaz à effet de serre et l'impact. Mais il y aura pas zéro. Je veux dire, c'est juste pas vrai. Après, on peut travailler, par exemple, l'agriculture peut être productrice d'énergie et on peut faire ce que l'on appelle de la compensation. Mais on aura toujours besoin de manger. Donc, l'activité humaine est responsable du changement climatique. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. Il est temps que nous nous adaptions. C'est-à-dire que le changement climatique, il est là. Donc, on peut essayer de limiter nos impacts, mais il faut surtout, là, tout de suite maintenant, par rapport à la nécessité de manger,
que nous nous adaptions et que nous nous adaptions localement. Absolument. Philippe Bilger, c'est ici qu'on doit pouvoir manger. Une réaction, Philippe. Est-ce que le métier d'agriculteur n'est pas devenu extrêmement difficile dans la mesure où non seulement j'ai l'impression que certains supportent mal les contraintes que l'écologie veut leur imposer, mais est-ce que l'agriculteur d'aujourd'hui, contrairement à celui d'hier, n'est pas obligé d'avoir une culture écologique et que finalement il doit devenir une sorte de personnalité relativement douée dans beaucoup de domaines? Les agriculteurs aujourd'hui, moi, tous les copains que j'ai ici, ce sont des chefs d'entreprise. Voilà, et c'est pas du tout des australopithèques. Ils ont fait des études. Les pesticides, ils ont des formations spécifiques pour ne mettre que le dose qu'il faut au moment qu'il faut. Donc, l'agriculteur est quelqu'un qui est formé. Ce sont aussi les gardiens de nos paysages et c'est eux qui nous nourrissent. Et par rapport aux catastrophes climatiques, par exemple, l'agriculture est une solution pour stocker plus d'eau dans le sol. Si on change nos pratiques en ayant plus d'amendements, quand il pleut, on capte plus de sol, et ça fait peut-être moins de crues qui vont déborder. Donc, les agriculteurs font de l'écologie. Alors après, il y a une autre écologie qui est l'écologie politique, qui parfois est un peu plus dans des bureaux, et il faut rapprocher les points de vue. Il faut plus de discussions pour que on se rende compte que les agriculteurs, ils nous nourrissent et que c'est quand même super bien d'avoir des bons produits locaux, des bonnes tomates, du bon fromage, de la bonne viande, et que ça nous permet d'être en bonne santé. Tom Conan. Oui, alors vous connaissez sans doute ce film Interstellar avec Matthew McConaughey qui se passe en grande partie dans l'espace, et au début de ce film, qui est dans un futur relativement proche, il y a beaucoup de tempêtes de sable, il y a beaucoup de bouleversements climatiques, et à un moment donné, il y a une scène dans une école avec un jeune qui, je sais plus, voulait faire ingénieur, quelque chose comme ça, et on lui explique, vous savez, on n'a plus besoin d'ingénieurs ou de personnes comme ça, on en a largement assez, il nous faut des agriculteurs, il faut nourrir la population. Et c'est que je me demande aujourd'hui, ça va pas être l'un des défis de demain, peut-être effectivement l'un des plus importants, avec la question de la santé aussi, c'est effectivement nourrir. Et effectivement, quand on voit parfois, c'est pas du tout pour faire de la démagogie, mais quand on voit parfois les sommes astronomiques dépensées, par exemple même par la BPI, la Banque publique d'investissement, pour créer des startups dans des domaines dont l'utilité n'est pas forcément évidente, alors qu'à côté, effectivement, il y a des enjeux majeurs comme nourrir, qui sont pas forcément en ligne de mire. Par exemple, j'ai pas l'impression d'avoir, moi, eu dans toutes mes études, beaucoup de personnes autour de moi qui voulaient devenir agriculteurs. Alors que ça devrait peut-être demain être quelque chose d'attractif, parce que justement, il y a des débouchés, parce que c'est une nécessité, etc. Et bien justement, 0826 300 300, Jean-Paul est avec nous, en direct de Pau. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Paul, merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur cette conversation? Oui, tout à fait. On vient de dire que le bio est l'avenir. Oui. Je ne suis pas un anti-bio, je ne suis pas un anti-bio, ce n'est pas ça. C'est au point de vue sol. On dit qu'il faut stocker de l'eau dans le sol, on est bien d'accord. Mais c'est pas en faisant du bio qu'on va stocker de l'eau dans le sol. Parce que le bio... On vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien, Jean-Paul. On vous entend pas très bien. Allez-y, on teste. Jean-Paul, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez bien là? Bah non, on vous entend pas bien en fait. C'est dommage. Attendez, on fait des tests en attendant René Chiche. Allez-y. Est-ce que je peux poser une question, Madame la députée? Bien sûr. Je voulais savoir justement, Madame la députée, est-ce que ça ne sera pas possible s'il y a une solution nationale face à ces aléas? Est-ce qu'il y a une cohésion au niveau de l'Europe pour prévenir ces aléas, anticiper ces aléas, exactement? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une véritable cohésion entre les différents États d'Europe? Parce que je crois que c'est quand même là l'essentiel, non? Alors, d'abord, si jamais ça vous gêne pas, vous pouvez m'appeler Irène, j'arriverai à appelez-moi René, avec plaisir. Juste, la politique agricole commune, elle est donc commune. Donc c'est une boîte à outils commune, justement, pour tous les pays, et c'est la force, en fait, de cette politique, d'avoir 27 États qui ont la même boîte à outils et donc qui peuvent échanger. Après, il est sûr et certain que le changement climatique, le fait qu'on puisse avoir des épidémies comme la Covid, ou le retour de la guerre en Ukraine et ses leçons pour l'ensemble des filières agricoles sur certains approvisionnements, ça va beaucoup plus vite que le rythme auquel on était habitué. Et donc c'est essentiel qu'on ait des échanges de bonnes pratiques. Moi j'ai travaillé par exemple sur la lutte contre les incendies. Cet été,
En Europe, 850 000 hectares ont brûlé. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de ce qu'on reproche à Bolsonaro d'avoir brûlé dans l'Amazonie. Donc, c'est énormissime ce qui a cramé. Et ça a cramé. Il y avait des choses qui étaient peut-être anticipables, où il y a des bonnes pratiques qui sont anticipables. La France, elle est très en avance, et j'ai découvert que, par exemple, les Espagnols ne connaissaient pas un système français qui s'appelle Predict, qui est super bien sur le risque d'inondation et la modélisation de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on mette en commun à 27 nos recherches sur la recherche publique pour améliorer la connaissance et du coup nous adapter plus vite, améliorer les bonnes pratiques et continuer à manger de la bonne nourriture locale. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Irène Tolleray d'avoir été avec nous, députée européenne. Merci, c'était très intéressant. Et puis vous en embrassez nos amis agriculteurs, vous savez comme on les aime beaucoup et on les soutient bien entendu, et vous êtes la bienvenue sur Sud Radio quand vous pouvez et quand vous le voulez. Jean-Paul, merci de nous avoir appelé de Pau, malheureusement. La ligne n'était pas très bonne. La ligne n'était pas très bonne, c'est le problème forcément. Les zones blanches. Les zones blanches, il faut que ça cesse, parce que nous, on a envie de vous entendre parler. Merci beaucoup. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. On est ensemble encore un bon quart d'heure. À tout de suite.